Improvisation sur un thème par Théophane Césari. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4, excusez-moi, de Improvisation sur un thème, l'émission dans laquelle moi, Théophane Césari, vais improviser pendant une certaine durée sur un sujet sur lequel j'ai un peu envie d'improviser. Et je vais faire aujourd'hui un thème, un sujet plus abstrait, plus général, encore plus général que le précédent. J'ai choisi, on va parler de la littérature en général. Qu'est-ce que c'est? Ce qui est bien dedans, ce qui ne l'est pas, les différences entre les différentes littératures nationales et internationales. Euh, je sais pas, moi, la science-fiction contre le roman sérieux, entre guillemets. C'est tout cela que je vais essayer d'aborder plus ou moins dans notre improvisation du jour. Alors pour commencer, comment pourrais-je commencer? En fait, les littératures, c'est un peu comme le sport, dans le sens, c'est assez. On sait que c'est très bien pour la santé, que c'est nécessaire. Quand on le fait, quand on la pratique, c'est-à-dire quand on lit, on se sent bien et c'est très bien, on y prend beaucoup de plaisir. Mais il y a des moments où, malheureusement, comment dire, on n'a pas la motivation, on n'a pas le courage et on se prive de quelque chose de bien. En ce moment, je dirais que je suis dans une période comme ça. Je lis par intermittence plus que par constance. Et c'est très mauvais. Il n'y a rien de tel que là dans une période de lecture où d'un coup on peut lire des tonnes, au moins 2 romans minimum par semaine, on peut faire des nuits blanches à lire. C'est vraiment agréable et dans le sens ça apporte beaucoup de satisfaction et surtout quand on est dans un bon état d'esprit pour ça, quand on est vraiment plongé dans un roman, c'est là que ça fonctionne le mieux. Ça fonctionne peut-être plus qu'un film, presque autant que la musique. En tout cas, ça fonctionne bien. Euh, Car le roman, alors on va peut-être parler des différents types, pas de genre, mais ouais, de types, de catégorisation qu'il y a dans la littérature, mais ce qui est bien dans le roman, c'est que ça parle de tout, ça englobe tout, c'est quelque chose d'assez pratique. Un film, il est réduit dans les images, là, non, pas vraiment. C'est à peu près, enfin, on peut trouver des similarités entre le cinéma et le roman, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est pour ça que certains romans ne seront jamais inadaptables et qu'un film, si on l'écrit, ça vaut rien. Ça peut ne pas avoir grand-chose. Enfin, Indiana Jones, Les Aventures de l'Âge perdu est un chef-d'œuvre, mais ça ne peut être que du cinéma. Ce n'est pas dans le cinéma, c'est le montage et le cadrage et le jeu des acteurs et la musique, enfin tous ces éléments incidentaux comptent autant que le scénario, alors que le roman, c'est l'écriture qui compte. Enfin voilà, je ne suis pas un fan de la comparaison roman-cinéma, mais le roman, il a dans le sens comme le cinéma qui nous plonge véritablement dans une ambiance, une atmosphère, une histoire, qui nous met vraiment en contact de personnages de façon assez proche. Euh, et que il est très polyvalent. On peut à la fois, tout comme au cinéma, on peut à la fois faire, je sais pas moi, The Tree of Life de Terrence Malick que Gremlins et les deux auront de la valeur. Dans un roman, on peut faire La Montagne Magique de Thomas Mann, un long truc compliqué où il ne se passe rien, où il parle de philosophie pendant des heures sur une montagne en Suisse, aussi bien que, je sais pas moi, que du Alexandre Dumas où c'est rempli de péripéties et d'aventures, et les deux auront de la valeur. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose que dans le cinéma. Euh, donc, commençons par ça, les différents types. Je sais même pas si en fait ce serait pas toutes une forme d'art différente. On aurait le roman dont on a parlé, dont le corollaire est la nouvelle, qui se met sous forme de recueil, mais qui est exactement comme le roman, mais en beaucoup plus court. Alors personnellement, je ne suis pas de ceux qui considèrent que la nouvelle doit se finir par une chute. J'aime bien aussi des nouvelles qui peuvent être atmosphériques, des nouvelles. Bon, il y a beaucoup de nouvelles fantastiques, de nouvelles de science-fiction où il y a la chute et c'est justement pour faire un effet, faire une réflexion, un effet très rapide. Et les premières nouvelles, c'est comme ça. Mais j'aime bien aussi des nouvelles un peu plus moins spectaculaires. Je réfléchis, je ne trouve pas trop d'exemples en tête, mais par exemple, je me rappelle, j'avais bien aimé des nouvelles de Salinger, par exemple.
Même si la nouvelle, c'est vrai que ça peut fonctionner extrêmement bien pour le fantastique. Donc personnellement, j'aime beaucoup, bah, comme tout le monde, il n'y a rien d'original, hein. Lovecraft, même Stephen King, elles sont très très bien ces nouvelles. Euh, et, euh, et voilà, ou la science-fiction, voilà, je recommande les nouvelles d'Asimov, de Kadik, pareil, c'est des trucs basiques, hein. Ce n'est pas les recommandations les plus pointues, mais c'est extrêmement bien fait. Pour les amateurs de policiers, bah, évidemment, il y a Conan Doyle, mais le policier, je le maîtrise moins. Et, il y en a plein de réalistes et de pas réalistes. Le meilleur recueil de nouvelles, évidemment, imbattable, mais je recommande de l'aborder avec un paquet de Doliprane, c'est Fiction de Jorge Luis Borges, un des meilleurs livres qui n'a jamais été écrit, où c'est plein de nouvelles philosophiques, entre guillemets. Euh, alors la plus connue, ce serait la Bibliothèque de Babel, dans lequel il décrit un monde où tout est une bibliothèque gigantesque, où tous les combines, je ne me rappelle plus les détails mathématiques, mais voilà, c'est chaque endroit, chaque salle est une espèce d'alcôve de rayonnage avec exactement le même nombre de livres, et dans chaque livre, il y a exactement le même nombre de pages et de caractères, et tout est au hasard. Du coup, il y a tous les livres possibles et imaginables qui existent quelque part dans ce réseau infini de bibliothèques, mais la plupart sont des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà, ça c'est la plus connue, j'en dirai pas plus, je vous invite à lire Fiction. Et alors juste pour l'anecdote, après je passe aux autres types de littérature autres que le roman, et là ce petit focus sur la nouvelle. La première nouvelle du recueil, alors c'est Tlon, Uqbar et je sais plus quoi. Ça parle d'une encyclopédie d'un monde qui n'existe pas. Et au départ, ce livre, j'ai dû l'avoir en quatrième, troisième. Ça m'a donné des migraines. J'arrivais pas à comprendre. Ça m'a pris des années et des années. Et j'ai pas retenté. J'ai juste sauté cette nouvelle-là en passant aux autres qui sont extraordinaires. Mais c'est vraiment assez compliqué. C'est du très très haut niveau. Donc voilà, ça c'est pour les nouvelles. Euh, que voulais-je dire d'autre? Donc voilà, donc il y a le roman et les nouvelles, et les autres genres, ce serait la poésie. Mais la poésie est tellement... Et donc dans la poésie, il y aurait la poésie épique, je sais pas, l'Énéide, le Paradis perdu, l'Iliade, l'Odyssée, l'Enfer, toutes les grandes épopées nationales d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est que je ne maîtrise pas. Euh, Voire même beaucoup de choses. Bon, aussi en Orient, en Perse, beaucoup, que je ne maîtrise moins, voilà. Donc la poésie épique et les autres formes, voilà, les fleurs du mal et compagnie, et tout ce qu'il y a au milieu. Et maintenant, il y a la poésie, c'est encore plus explosé. Il y a les poésies en prose, il y a mais pour moi, ce serait quelque chose qui obéit à une autre règle que le roman. La poésie demande vraiment un don particulier et une technique très particulière. Le roman, il peut y avoir une technique, c'est la vie des Américains, qui ont une approche très, 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 très journalistique de la chose, où l'écriture doit être très efficace. Mais la poésie, non. Il n'est pas obligé de... Enfin, il est obligé d'avoir une technique, mais alors que le roman, non. On peut écrire un roman dans un acte fiévreux. De la poésie, si on n'est pas tombé dedans à un moment donné, si on n'a pas appris quelque chose, c'est trop musical pour que ce ne soit pas technique. C'est pour ça que la littérature, on dit la littérature, mais en fait, il y aurait plusieurs genres, pas plusieurs genres, mais plusieurs arts différents, tout comme la musique recoupe à la fois la musique populaire et la musique classique. Bah, la littérature, c'est la poésie, le roman, et enfin, je dirais le théâtre, parce que le théâtre, mine de rien, même si d'autres penseront que ça vient de quelque chose de plus vivant, c'est quand même beaucoup trop grec, beaucoup trop écrit, surtout en France où on a Racine pour ne pas être de la littérature. Ça peut être lié parfois à la poésie et ça ne peut pas être. Alors le théâtre, je connais moins, j'aime beaucoup Racine, j'aime beaucoup Shakespeare, j'aime beaucoup euh, On ne badine pas avec l'amour de Musset. Quand je suis tombé sur du Tchekhov, j'aimais bien. Idem, Corneille, ça va, mais je ne maîtrise pas, ça ne m'a jamais trop parlé. J'en ai joué personnellement, j'avais fait Iphigénie de Racine, je jouais Achille et j'avais vraiment adoré l'expérience.
Mais voilà, c'est un autre aspect de la littérature que, de toute façon, voilà, que j'aborde de façon littéraire et non pas de façon théâtrale, c'est-à-dire en me rendant sur place ou quoi, mais en lisant. Mais comment on pourrait dire, je ne m'époumonerai pas trop dessus, car c'est pas forcément, idem pour la poésie, ce n'est pas forcément ce que je connais le mieux. Après, sinon, on peut considérer que c'est la littérature dans le sens où c'est les choses écrites, autre chose, c'est-à-dire les essais, la philosophie, les livres d'histoire, mais c'est encore quelque chose d'autre. Là, ça parle à la pensée, en fait. Je ne mettrais pas la critique de la raison pure de Kant au même niveau, non, dans la même catégorie que la légende des siècles de Victor Hugo et que euh, à l'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez. Ce n'est pas du tout la même chose, encore plus éloigné que le sont la légende des siècles et l'amour au temps du choléra. Voilà, c'est de la réflexion, c'est autre chose. Même si il peut y avoir des essais plus littéraires, plus amusants, plus plaisants, et tout comme il peut y avoir de la littérature, hein, des romans très sérieux, très 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 philosophiques, comme je donne l'exemple de La Montagne Magique de Thomas Mann, qui est extrêmement compliqué, ou de fiction, fiction qui sans doute peut faire beaucoup plus réfléchir que de lire un traité de phénoménologie ou un essai sur la perception de Hume. Bien que faut aussi la philosophie s'y intéresser. Je consacrerai sûrement plusieurs épisodes dessus. Euh, et donc, voilà, c'est le roman, je pense, que l'on consacrera le plus cette chronique. Car c'est peut-être celui que je maîtrise le plus, celui qui m'a le plus plu et celui, lorsque j'ai ces fièvres de lecture, sur lequel je me concentre de très loin, le plus avidement. Euh, Ce qu'on pourrait dire, c'est que voilà, c'est étrangement, c'est une forme d'art assez récente. Alors oui, on peut remonter au Satyricon et aux Métamorphoses d'Apulée. Mais Métamorphose d'Apulée, il y a des passages en vers, et pareil, les romans de chevalerie dont le roman tient le nom, voilà, c'est en vers, c'est très différent, et c'est très psychédélique, on est très loin du roman-roman, qui véritablement, on dit que le premier roman moderne, en tout cas en Occident, ce serait La Princesse de Clèves. Alors au Japon, je sais qu'il y a le dit du Genji, je sais qu'en Chine, il y a les 5 grands romans, alors j'espère pas dire de bêtises, parce que ça remonte à loin, euh, et surtout, j'ai essayé de les trouver, mais je les trouve pas forcément. Alors, je sais qu'il y a le voyage vers l'Occident, qui raconte les voyages d'un moine guerrier qui va en Inde. Mais pareil, ça, c'est plus dans le fantastique. Il y a Au bord de l'eau, je crois, une histoire de bandit. Le rêve du pavillon rouge, plus psychologique, en affaire de cour. Et les 2 autres de ces 5 romans, j'avoue sécher. Mais voilà, donc en Occident, ah oui, sinon en Occident on mettrait Don Quichotte, mais pareil, Don Quichotte c'est une parodie de roman de chevalier, même s'il y a cet aspect parodique. Si on prend une distance par rapport à la forme médiévale, je sais pas. Bon, après, je l'ai pas lu, mais. Enfin, je l'ai pas lu, j'ai lu des extraits évidemment, comme tout le monde, mais je sais qui est Sancho Panza, je connais certaines de ses aventures, comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas encore l'aspect très réaliste qui peut avoir disparu plus tard. Voilà, je parlais de Gabriel Garcia Marquez, c'est le réalisme magique qui tient plus de Cervantes que de la princesse de Clèves. Voilà, je remets pas en cause Cervantes. Mais ce que je veux dire, c'est que le roman tel qu'on l'entend, même s'il y a après les romans du 18e, avec les premiers, les épistolaires, les trucs comme ça, et des contes fantastiques qui, eux, bah, sont des contes faits par des philosophes. Le roman prend sa forme véritable, je dirais plus vers le 19e siècle. Même si bien sûr ça commence. Mais en tout cas, le roman tel qu'il a décollé véritablement, qui n'était plus que de la littérature amusante. Je maîtrise mal la question, j'essaie de me rappeler un peu mes cours de première, j'essaie un peu, enfin, et de prépa évidemment, et de ce que j'ai lecture, mais ce que je veux dire, c'est que non, en fait, oui, dès la princesse de Clèves, de Clèves, il y a déjà cette orientation assez sérieuse. Mais quand on pense roman, on pense
aux suiveurs, on va dire, de Balzac, plus que aux grands romans romantiques que faisait Chateaubriand avec des histoires très particulières. D'ailleurs, il y a une question aussi que je voulais aborder, c'est l'autobiographie. Je pense aux Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Alors Jean-Jacques Rousseau, c'est un personnage très particulier, hein. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer, mais les premiers livres, avant qu'ils deviennent beaucoup trop fous pour que la lecture devienne en soit appliquée, le, c'est presque, voilà, il y a déjà des éléments de roman dans sa façon dont il raconte la fuite vers Genève, donc je pense qu'on pourra attacher sur certains points certaines autobiographies au domaine du romanesque, et donc un domaine littéraire particulier, plus qu'au domaine, on va dire, de l'information, de l'essai. Alors pas toutes les autobiographies, enfin les mémoires de guerre du général de Gaulle, oui, il y a des passages très beaux, très littéraires, très bien écrits, mais ce n'est pas la même chose. Après, c'est quand même plus informatif, même s'il y a des beaux passages, idem pour celle de Churchill qui a gagné le prix Nobel de littérature en 1953. Aussi pour des livres qu'il avait écrit, des biographies de personnages historiques. Je crois qu'il a fait l'amiral Nelson, le duc de Marlborough, un de ses ancêtres, qui était un grand général anglais, il me semble. Je crois qu'il avait fait la vie de César aussi, la vie de Napoléon. Il avait fait Churchill à vérifier pour la vie de Napoléon, je ne suis pas entièrement sûr. Même si je pense que ça va être plutôt intéressant à regarder. Ça vient de me revenir à l'instant. Il faudrait que je regarde si ça existe. Euh, mais voilà, donc il y a certains aspects de certaines autobiographies qui se rapprocheraient presque du roman. Je pense que les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, avec ces passages où il marche et il marche des heures dans la campagne genevoise, dans la Savoie, dans les, euh, dans les Alpes provençales, entre Turin, Genève, jusqu'à Lyon. Tous ces passages-là, ils sont très littéraires, c'est des passages qu'on pourrait retrouver dans certains romans en fait. Mais c'était pas la même chose. Tout de même, en tout cas, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Euh, Désolé pour cette tangente. Un aspect qui serait intéressant aussi, c'est, j'ai déjà parlé des nouvelles, avec des nouvelles de genre, entre guillemets, c'est la littérature dite de genre. Alors oui, maintenant, 1984 de Orwell, c'est un des plus grands classiques, tout le monde le lit. Moi, personnellement, j'ai lu 8 fois, comme tous les gamins, un peu, qui se prend un peu trop au sérieux. Ce livre, ça m'a tout de suite frappé par son analyse du totalitarisme. Voilà, je ne parlais que de l'histoire de la chute des problèmes des systèmes totalitaires en citant Orwell et en quoi, au contraire, la démocratie c'était pas mal, c'était les années lycée. Vous voyez le genre de personnage que j'étais un peu. Mais donc voilà, si Orwell et Huxley aussi, idem, le meilleur des mondes d'Huxley, un de mes livres préférés comme tout le monde, zéro originalité là-dessus, c'est enseigné partout, et que maintenant, le Seigneur des Anneaux, idem, que perso, je n'ai jamais accroché au Seigneur des Anneaux, j'ai beaucoup de respect pour Tolkien, et j'ai beaucoup aimé les films, mais je n'ai jamais accroché le livre. Je trouve les passages où il raconte la nature comme ça. Ah, je sais pas, il y a quelque chose qui ne passe pas auprès de moi. Peut-être est-ce la traduction, peut-être devrais-je réessayer. Mais en tout cas, voilà, maintenant ça acquiert un statut, il y a toujours. Et aussi, je rajouterais que maintenant que dans la littérature contemporaine française, le grand jeu partout, quel que soit l'écrivain, c'est de faire des pseudo-livres d'anticipation extrêmement rapprochés. Faut arrêter cette mode un peu, hein. C'est bon, on a cramé, c'est Houellebecq qui a lancé le truc. Mais c'est pas si intéressant que ça, je trouve, de faire des anticipations aussi rapprochées, surtout si c'est pour, à côté, essayer de peindre un truc ultra réaliste. Soit on fait un truc, on s'approche d'un réalisme, soit on fait de la vraie anticipation pour réfléchir à des vraies questions comme le font l'anticipation. Mais pas besoin de raconter des histoires de très parisiennes, d'amants et de maîtresses et de supermarchés si c'est pour, à côté, mettre à des éléments d'une réflexion qui ne seront à peine dévoilés. Enfin bon, il y a cette mode-là, donc ça montre bien que ça a changé, mais il y a toujours cette division entre le genre et le reste. Alors je pense que c'est en partie dû par le fait que la plupart des classiques de la science-fiction, Isaac Asimov par exemple,
sont écrits dans un langage très pauvre. Pourquoi? Un, c'est en Amérique, et j'adore la littérature américaine, mais la littérature américaine, à quelques exceptions près, allez, Melville, on va dire, par exemple, a une approche très journalistique, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. La littérature américaine veut de l'efficacité. Alors, il y a leur fameux show don't tell, plein de règles qui, je pense, sont absurdes complètes. Il faudrait aller voir Proust et lui expliquer le show don't tell, il vous dirait n'importe quoi. Même Gabriel Garcia Marquez, quoique, non, lui, il est très dans le tell, vu que c'est un conteur. Mais la littérature américaine, même si parfois, voilà, il y a des trucs plus fiévreux, il y a des trucs... ils aiment une littérature très épurée, enfin pas épurée, mais très efficace, qui a des effets très forts. C'est pour ça qu'un livre de Stephen King, ça se lit en une nuit, non pas parce que c'est si nul que ça, mais parce que c'est toute, on va dire, la maîtrise technique des ateliers d'écriture à l'américaine, où on apprend à faire une phrase, ou voilà, là où Balzac il s'amuserait à décrire un cadre en expliquant chacun des mouvements du bois avec comment la peinture, la peinture d'or se mettrait dessus et craquellerait dans d'immenses petits machins. L'auteur américain, il dit voilà, le cadre, et je ne pourrais pas inventer une phrase là comme ça d'un coup, mais un cadre miteux, craquelant, je sais pas quoi, enfin, il trouverait une phrase pour dire qu'il y a la dorure qui craquelle, sans faire tous les ornements de la littérature française. Et donc, pour revenir au genre, c'est que cette littérature de genre qui vient beaucoup de l'Amérique, même si la science-fiction, la France n'est pas étrangère à sa formation. Il y a beaucoup de grands écrivains de science-fiction français, enfin Barjavel par exemple, pour le plus... et bon, Jules Verne en proto-science-fiction et compagnie. Je vais pas refaire une histoire qu'on connaît à peu près tous, mais donc, Asimov, qui en plus s'intéressait beaucoup aux romans policiers de l'époque, vous savez, dans les pulps, et vu que c'était pour un public de jeunes adolescents, et ben, du coup, c'est une écriture qui va vraiment droit au but. Et je pense qu'en partie, voilà. Alors, ce qui est paradoxal, parce que les snobs, avec leurs nouveaux romans, avec leur écriture blanche ou écriture plate, c'est pas mieux, mais et au contraire, parce que c'est bien pire, parce qu'on retire au roman sérieux des choses qui font partie de sa richesse. Mais je pense que ça a dû jouer au début dans les naissances, quand c'était dans les peuples, les fois que c'était dans des choses aussi grand public qui n'avaient pas de publication. Ce style un peu faible, un peu trop direct de la littérature science-fiction a pu jouer à faire perdre des galons de noblesse que euh, cette partie de la littérature a pu avoir. Après, l'avantage de la science-fiction, on ne le lit pas pour le style, on le lit pour les réflexions que ça donne. Alors d'autres publics, ce serait pour l'immersion dans un autre monde. Et ça, c'est aussi beaucoup pour la fantasy que je ne maîtrise pas. Je n'aime pas la fantasy, désolé. Mais donc, pour la science-fiction, c'est vraiment c'est parce que il y a une grande réflexion au cœur de ces œuvres. Je pense à la saga Fondation d'Isaac Asimov, qui réfléchit sur le destin des civilisations, la place de la science. Euh, je ferai peut-être un épisode sur la science-fiction, ou peut-être sur certaines sagas de science-fiction, sur Star Trek ou Star Wars. Enfin, c'est pas une saga Star Trek, mais vous avez compris. Euh, et là-dessus, ça le justifie peut-être plus. Je pense que voilà, la réflexion de Zola dans Les Rougon-Macquart. Alors, Les Rougon-Macquart, oui, c'est bien. Je ne suis pas super fan, mais c'est vraiment très intéressant. C'est intéressant à lire, c'est intéressant à apprendre dessus. Mais sa réflexion, c'était une théorie du 19e siècle qui s'est complètement effondrée. La science-fiction, elle se base sur la science de son époque, donc plein de fois, soit elle a tort parce qu'elle anticipe trop, soit parce qu'elle anticipe pas assez, notamment en ce qui concernait les technologies de l'information. Mais les réflexions qu'il y a dessus, ce n'est pas prenons une théorie scientifique et faisons un exemple. Non, alors il y a des trucs qui sont très, les Américains diraient, escapistes, qui sont pour juste faire marcher l'imagination, mais beaucoup, c'est vraiment des réflexions qui prennent
qui inventent ou qui se servent de possibilités d'augmentation technologique pour faire faire une histoire ciselée qui offrirait entre les lignes, mais pas forcément tant entre les lignes que ça, euh, une sorte de débat, une sorte de réflexion philosophique. Et là-dessus, ça marche énormément. Ainsi, voilà, si Asimov, la technologie, les théories scientifiques de quand il avait écrit Fondation, ben, s'est dépassé, les réflexions sur l'histoire et la place de la technologie au sein de celle-ci et la réflexion et la politique commence à entremêler à des idées de fin de l'histoire, de sens de l'histoire, tout ça. Ça reste valable. Et en même temps, par ce style simple et par ce côté imaginatif, très 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 accessible. Voilà. Je pense qu'un gamin de 12 ans, il adorerait, ça ferait marcher son cerveau. C'était la cible première, les gamins de 12 ans, ça ferait marcher son cerveau et ça donnera des réflexions très intéressantes tout au long de la vie. Alors que voilà, les Rougon-Macquart, c'est très intéressant, et surtout pour la photographie du prolétariat et des classes moyennes sous le Second Empire, bien que très biaisé, hein, Zola il était vraiment extrêmement biaisé, et d'ailleurs à l'époque on le critiquait déjà là-dessus, en salissant le trait, en faisant que ces miséreux étaient moins, il peignait, voilà, il était attaqué de partout, certains pour voyeurisme et certains parce que il donnait une mauvaise image, il salissait l'image des ouvriers français. Mais quand même, bon, la photographie reste intéressante, mais le propos de la réflexion sur l'hérédité, bah, aujourd'hui, on en rigole, que ce soit scientifiquement, génétiquement, on sait que ça ne marche pas comme ça. Bien que les Rougon-Macquart, ça reste de grande valeur littéraire tout de même, malgré ces petites critiques. Et donc c'est pour ces histoires de réflexion que je mettrais que la science-fiction et au-delà les autres. Alors la fantasy, je n'ai pas encore, je suis désolé, mais je n'ai pas encore pigé le truc. Le polar aussi, je maîtrise moins, même si le polar, oui, il y a le plaisir de suivre une enquête, et je pense que c'était beaucoup aussi qui voyaient ça comme ça, je sais, dans les années 50, un peu, surtout en France. Il y avait aussi une volonté de peindre un milieu social par l'enquête, par le truc. Mais pas tous, hein. Les meilleurs polars, ce serait les meilleurs policiers, je connais mal les différences. Les meilleurs livres d'enquête, ce serait Conan Doyle et Agatha Christie. C'est ceux qui plaisent encore le plus à tout le monde. Et ce n'est pas des choses très... ce n'est pas du Zola avec une enquête au milieu, c'est ce que je veux dire. Je maîtrise moins, mais je doute pas qu'il y a aussi une réflexion, et surtout que c'est extrêmement bien ciselé, rythmé et écrit. C'est d'ailleurs étonnant que le roman policier marche si bien en France, alors que la littérature française jusqu'à là aimait au contraire s'étendre et ne pas aller à l'efficace. Là, alors que là, elle tombe amoureuse, la France, de ce genre le plus justement le plus efficace et le plus ciselé, le plus à l'américaine, entre guillemets, c'est-à-dire la littérature à l'essentiel avec un bon rythme, plus que la française en s'étendant et en s'étendant sur des détails. Quant au fantastique, j'aime beaucoup, et je pense que c'est, voilà, ça a déjà été dit 1000 fois et mieux que moi, c'est des réflexions sur les angoisses, ça permet de parler d'une partie de la psyché humaine que ne rendrait pas La Montagne Magique de Thomas Mann. Ou je sais pas moi, ou euh, Madame de Bovary, voilà. Ça, je pense que ce serait plus difficile dans un roman à la Madame de Bovary de parler de l'angoisse cosmique comme l'a su faire aussi de façon très efficace, bien qu'il avec son style très particulier, très angoissé, c'est assez aussi, je dirais, fiévreux. Lovecraft, ou même d'autres, La peur de ce qu'on ne voit pas en France, Maupassant, où je me rappelle, j'avais beaucoup aimé quand on avait fait à l'école ces nouvelles fantastiques. Là, je reparle de la nouvelle, un peu désolé, mais c'était pour illustrer les genres. Sinon, un dernier petit, avant de mettre la fin, c'est que j'ai déjà touché, c'est le caractère entre guillemets national d'un roman. Rien de mieux pour découvrir une culture en fait que de lire un roman. Vous voulez découvrir le Japon, lisez Mishima. Vous voulez... Ah, j'ai un trou de mémoire, j'ai cité
Voilà, par exemple, euh, cours d'Harvard sur la Chine contemporaine nous a fait une très bonne sélection de romans chinois que je veux mettre la main dessus. Je ne trouve pas. Et j'ai oublié, il faudrait que je retourne sur le site. Mais même eux le disent, c'est pas un roman qu'on peut découvrir une culture. Vous voulez découvrir la Colombie, Gabriel Garcia Marquez, lisez 100 ans de solitude. Vous voulez découvrir l'Amérique, bah, lisez Steinbeck. Vous voulez découvrir l'Allemagne, Thomas Mann. Et l'Italie, la Sicile plus exactement, vous avez le prince de Lampedusa, le Guépard. Et donc, je ne maîtrise pas tout, et bien sûr qu'il y a des choses plus internationales, plus on va dire cosmopolites. Mais c'est vraiment par le roman qu'on voit le plus, et dans toutes les diversités de tous les pays, qu'on voit le plus un espèce d'esprit. Voilà, le roman français, alors on va dire, il y a une rupture dans les années 60, on va dire, où il y a un changement. C'est très réaliste. C'est très, voilà, ça s'intéresse au monde réel. C'est très littéraire dans le sens où ils aiment des longues phrases avec beaucoup de symbolique sur le mobilier, sur les vêtements. Ça montre le caractère très, voilà, citadin, très parisien de ceux qui écrivent en France. Voilà, donc l'exemple ce serait Balzac, mais euh, tous sont un peu comme ça d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est verbeux, réaliste, et avec une certaine ironie et un certain mépris. Donc mépris qui serait qui est quelque chose qui est, d'après plusieurs, très important dans la culture française. C'est pas toujours méprisant, mais il y a toujours cette petite ironie un peu méchante. Ironie qu'on retrouverait aussi dans la littérature anglaise, mais de façon différente. C'est une ironie presque... comment dire? Attendez, l'ordinateur a un problème. Je sais pas si ça a bien enregistré. Donc je disais, oui, on retrouve aussi une certaine ironie dans la littérature anglaise, mais c'est une ironie plus... Vous voyez, c'est celle de Tolkien et de ses hobbits. Il se moque des hobbits, mais il les aime et il est comme eux. On voit ça beaucoup chez Jane Austen avec, dans Orgueil et Préjugés, le portrait des parents Bennett qui est très drôle, mais en même temps tendre. C'est aussi Dickens. Alors, ils aiment beaucoup les jeux de mots, les Anglais. C'est plus... Et même chez Orwell, à sa façon de parler des proles, je ne sais plus comment ça a été traduit en français, les prolétaires dans 84, ou même tout la ferme des animaux. Alors oui, je le répète, il y a des exceptions dans tous les machins, je ne généralise pas, mais dans le sens où je trouve que dans les romans, et je pense que voilà, c'était des théories qu'on retrouvait un peu, il y a des esprits nationaux. Donc, et le roman en Angleterre, et même toute l'Angleterre, en fait, c'est un peu comme la Britpop. Voilà, ça parle de leurs histoires de classe, avec de l'ironie et de la tendresse en même temps, et de l'humour, et en même temps, voilà, quelque chose de sympa. L'esprit anglais, voilà, c'est la même chose chez Dickens que chez les Kings, chez Austen, que chez Blur ou Oasis. Alors j'imagine qu'il doit y avoir une grande différence entre ceux écrits dans le nord de l'Angleterre et dans le sud de l'Angleterre. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve un peu dans les autres œuvres britanniques. Mais voilà, je sais pas, c'est pas la littérature que je connais le plus. Après, on a la littérature russe. Dostoïevski serait le plus grand représentant. Elle est philosophique, mais elle s'intéresse. On retrouve le fatalisme russe et une espèce de chaleur très spéciale. C'est des romans assez intello. Euh, et ils aiment parler du sens de l'histoire, que ce soit avant ou après la Révolution. Il y a toujours les histoires avec les serfs et les maîtres, et en même temps, voilà, et le destin, le destin et le fatalisme. On retrouve le fatalisme et une espèce de grand sens historique qui à la fois c'est Solzhenitsyn, Dostoïevski, et même chez Tchekhov dans le roman, où en plus il y a un petit des petits traits d'humour, une légèreté, c'est très spécial, qui est différent de l'humour qu'il y a les Anglais et les Français. Il y a un tout petit peu d'humour, mais pas trop, et c'est très grinçant, c'est très à la française quoi. Mais le russe, voilà, c'est que ce soit voilà, Docteur Jivago autant que Crime et Châtiment, c'est des grandes réflexions et il y a l'individu et l'histoire. Je fais peut-être très mal, hein, surtout que je parle de mémoire et je ne suis pas spécialiste, mais
à voir. Donc il y a ce fatalisme qui est le fameux fatalisme russe. Les Sud-Américains, je ne pourrais pas dire, mis à part que j'ai adoré toute la littérature sud-américaine auquel j'étais en contact. Borges, Gabriel Garcia Marquez sont vraiment dans mes écrivains préférés. Et, mais j'en ai pas assez lu. Idem pour la littérature italienne, mais on reconnaît quand même, voilà. Dans les deux cas, italienne comme sud-américaine, il y a un côté un peu baroque et un côté très, euh, comment dire, ils font ressortir beaucoup de choses très, voilà, ça se voit que c'est des latins. Je ne pourrais pas en dire plus, surtout que je connais mal en plus l'Espagne et compagnie en littérature, je pourrais pas vous le dire. Il faudrait que je lise plus de romans italiens, plus de romans sud-américains, mais pareil, et à leur façon, hein, Comte de Lampedusa, ce n'est pas la même chose que Garcia Marquez, loin, loin de là. Mais il y a quelque chose de latin dans ces deux types de littérature, il faudrait que je creuse le sujet. Et le roman japonais, il est très épuré, très, comment dire, c'est une écriture épurée qui en dit beaucoup en fait. On sent sûrement l'influence d'une écriture en idéogramme, je dirais, où l'image prime un peu. Après, pareil, j'ai lu Mishima et j'avais lu des nouvelles d'un autre gars dont j'ai oublié. Je ne suis pas spécialiste, mais c'est une écriture poétique et épurée. Et donc voilà un peu pour des idées de littérature nationale. J'aurais aimé, désolé, je me suis pas. Et la littérature allemande, qui est très bien, qui est très. Qu'on retrouve un peu dans le peu que j'ai lu de littérature tchèque. Euh, Bien sûr, tchèque, c'était Kafka, hein. Je vais pas faire. Euh, il y a d'autres grands écrivains tchèques, hein. Euh, mais voilà, c'est pareil, c'est très intello, très 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 intello. Ben, j'ai lu Thomas Mann et ah, le Loup d'Elstep, Siddhartha. Vous voyez qui c'est. Euh, je crois que j'avais lu oui, d'autres. Donc c'est très intello. Ça se voit que c'est le peuple de Kant et j'aime beaucoup la littérature allemande. Mais de ce que j'ai lu la littérature allemande, ce n'est pas très accessible. Oula, je donne l'impression que rien n'est accessible dans tout ça, mais il faut quand même oser, même ce qui n'est pas accessible. Je pense que j'ai un peu raté cette partie-là, mais ça ferait, je pense, une bonne conclusion. Je pense que évidemment il y aura d'autres volets sur la littérature. Nous devons en être à peu près 45 minutes, peut-être 50 minutes. Donc je vous dis à bientôt et à la prochaine dans Improvisation sur un thème.